Bienvenue dans Laval en mille et une cultures. On commence une 4e saison et en plein dans les élections provinciales. Et bien entendu, on ne pouvait pas passer à côté. Nous aurons le privilège de recevoir 4 représentants des 4 principaux partis en lice. Et avec nous aujourd'hui, M. Marc-André Constantin, candidat du Parti québécois à Sainte-Rose. Bonjour, M. Constantin. Oui, bonjour. Merci de m'accueillir. Ça me fait plaisir. On va vous laisser le soin de vous présenter parce que c'est quand même 125 circonscriptions, 940 candidats. Puis parmi ces 940, qui est Marc-André Constantin? Bien, en fait, moi, je suis quelqu'un qui habite à Sainte-Rose depuis 2008. Je me suis établi là avec ma famille parce qu'on cherchait un endroit, dans le fond, paisible et agréable pour fonder une famille. Je me suis marié au Liban, en fait, avec ma femme qui est d'origine libanaise arménienne. D'accord. On a 3 enfants qui, évidemment, grandissent et sont élevés dans le quartier ici, fréquentent les écoles et CPE du quartier. D'accord. Au niveau professionnel, en fait, je travaille présentement dans une grande compagnie de distribution alimentaire au niveau des services financiers et tout ça. Mais ma formation initiale, et c'est ce qui me tient à cœur au niveau politique, c'est sociologue. En fait, j'ai étudié en sociologie avec une spécialisation en immigration et relations interethniques. Et j'ai étudié aussi en études québécoises, en droit et relations internationales au niveau de la maîtrise et en sciences politiques. Alors voilà ce qui m'amène à vous aujourd'hui. Vous êtes le parfait candidat pour l'émission aujourd'hui. Pour l'émission, oui, je cadre très bien. Exactement, voilà. On va passer sur les enjeux, parce que c'est sûr qu'on va parler d'immigration, hein, mais on commence d'abord par les enjeux importants. Pour vous, le PQ arrive au pouvoir, quelles sont les priorités? Bien, la priorité est très générale dans le sens que c'est le service aux citoyens. Mais évidemment, ça se décline sur plusieurs fronts. Et puis le premier, c'est pour moi et pour le Parti québécois, la priorité, c'est l'éducation. Clairement, parce que moi-même, en fait, je suis le produit de ce système scolaire-là public. Je viens d'une famille de classe moyenne faible et puis vraiment la capacité d'avoir été à l'école avec des prix raisonnables qu'on veut évidemment baisser permet d'avoir une ascension sociale réelle. Et je l'ai constaté alors que j'ai réussi à faire un salaire plus élevé que mon propre père avant l'âge de 30 ans. Alors moi, j'y crois définitivement à l'éducation. Au-delà de ça, le Parti québécois, évidemment, la famille. D'accord. La famille, les CPE et tout ça, on veut retourner les services d'une façon accessible en mettant à 8 $ le premier enfant, 4 $ le deuxième et gratuit les suivants. Mesure que j'aurais bien aimé profiter avec mes propres enfants si vous aviez vu mon rapport d'impôt après les changements que le gouvernement précédent a mis en place. Alors, c'est probablement les 2 thèmes majeurs. Évidemment, l'environnement, la santé, tout ça sont des enjeux importants, mais moi, personnellement, j'axe beaucoup sur l'éducation et la petite enfance. On va passer en mode anormalité. Parlons d'immigration. C'est quoi les priorités du PQ en immigration? Le succès. En fait, c'est simple, c'est le succès. C'est qu'on veut 100 % de succès, ou en tout cas s'en approcher le plus, parce que, bon, malheureusement, 100 % c'est inatteignable, mais on veut vraiment tendre vers ça. C'est qu'en fait, après 5 ans, il y a 25 % des gens qui ont été accueillis ici qui déménagent vers une autre province du Canada. Mais dans ces 25 % il y a les décès, il y a les retours au pays, il y a les gens qui changent de pays pour X raisons, il y a ceux qui ne renouvellent pas leur carte. Donc, est-ce que ce n'est pas un peu populiste de juste dire qu'il y a un échec Bien, écoutez, on peut... Est-ce qu'on peut focuser sur le positif? Qu'est-ce qui est positif? C'est justement ce que je viens de dire. En fait, on peut parler du 25 %. Moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt le 75 % de le faire monter vers le 100 %. Voilà. Et pour ça, en fait, on a conclu au Parti québécois que l'important, c'est de trouver les bonnes clés du succès. D'accord. Et les clés du succès, pour nous, sont d'abord, la première, la langue française. D'accord. Parce qu'évidemment, c'est la langue avec laquelle on communique avec nos voisins, avec le gouvernement, avec les employeurs, avec tous les services qu'on peut avoir besoin. Et dans la vie quotidienne, l'épicier, le dépanneur et tout ça, c'est la langue d'usage et la seule langue officielle au Québec. Alors, on veut évidemment axer beaucoup sur la langue française. Okay. Et notre façon de faire par rapport à ça, c'est qu'on veut que la sélection, évidemment, on ne parle pas des réfugiés, ici on parle des immigrants sélectionnés, qui aient d'abord une connaissance suffisante du français pour venir ici. Et on ne veut pas que ce soit un fardeau pour eux, par exemple. Alors, la façon d'éviter que ce soit un fardeau, et je parle surtout fardeau financier, c'est de permettre à ces gens-là de suivre, avant même leur départ ici, une fois qu'ils ont démontré l'intention de venir, de pouvoir suivre des cours directement de leur pays d'origine. Et par la suite, ces cours-là seront remboursés ici par
par l'État québécois en reconnaissance justement de l'effort qui a été fait, parce qu'on sait que c'est beaucoup d'efforts et que la langue française est un défi supplémentaire pour eux. Mais ça existe déjà, ça. Les gens peuvent suivre les cours à l'extérieur puis se le faire rembourser, mais vous allez exiger que ça soit incontournable? Oui, oui, exactement. Ça va être un incontournable. Vous avez raison que ça existe en partie, mais pas de la façon dont on le propose. Et souvent, malheureusement, les cours sont suivis une fois arrivés ici. Et là, le constat, malheureusement, c'est encore une fois, là, j'aime pas ça parce qu'on va reparler d'échecs, mais le constat, puis c'est la vérificatrice générale qui l'a sorti, c'est qu'il y a un nombre important de gens qui ne sont pas fonctionnels en français pour pouvoir fonctionner au quotidien, même après plusieurs années de cours de français. Alors, on pense qu'on peut améliorer ça et que c'est tout à l'avantage des gens qui arrivent ici. On ne veut pas briser les rêves de personne. On veut au contraire contribuer à les aider à rencontrer leurs rêves avec la langue. Si on fait le focus sur deux catégories, sous-catégories d'immigrants dans les immigrants économiques, mettons, ceux qui viennent puis qui ont de l'argent à investir, puis qui parlent une autre langue, si c'est un défi, est-ce qu'ils ne vont pas choisir une autre province? Et aussi en innovation, qu'on va aller chercher des chercheurs, des gens qui sont pointus, qui, pour eux, apprendre le français n'est pas une obligation. Le Québec va faire le choix, la croix sur ces gens-là? Bien, vous faites bien d'apporter ces nuances-là, parce qu'en fait, c'est vrai que en fait, la grande majorité de la main-d'œuvre et des immigrants qui sont sélectionnés, ce sont pour des métiers qui sont, somme toute, pas surspécialisés. On ne parle pas nécessairement d'ingénieurs nucléaires ou quelque chose comme ça. Alors, pour tous ces gens-là, oui, bien sûr, pour nous, c'est important la langue, tout ça, parce qu'il y a un bassin de population qui a ces compétences-là, qui existent à l'échelle mondiale, et donc, on a la possibilité de choisir. Par contre, évidemment, si on a besoin de quelqu'un qui fait de la médecine nucléaire ultra spécialisée, on ne veut pas non plus handicaper le Québec puis se priver de talent, puis on va à ce moment-là accepter quand même les personnes. On va avoir des évaluations par rapport aux besoins réels de cette main-d'œuvre-là surspécialisée, si on veut, et on va définir nos critères en fonction de ça. Et on parlait de clés tout à l'heure, je vais en profiter peut-être pour vous mentionner que la deuxième clé, vu qu'on parle de travail, c'est le travail, évidemment. Parce que si on ne gagne pas notre vie dignement, bien, c'est très difficile de s'intégrer, et non seulement ça, mais ça peut devenir même gênant parce qu'on a l'impression qu'on est dans une espèce de, excusez l'anglicisme, mais de no man's land, parce qu'on n'a pas d'aide, et l'aide financière, et on connaît les situations des programmes sociaux, tout ça, l'aide financière est nettement insuffisante pour vivre. Alors, on croit que la dignité passe évidemment par l'intégration au travail, et que l'intégration au travail engendre une plus grande intégration générale avec les collègues de travail, tout ça, on se fait des amis, et voilà, on s'intègre comme il faut à la société. Alors, c'est les deux clés principales sur lesquelles on veut insister. Et notre façon de faire pour le travail, c'est la reconnaissance des diplômes. On compte prendre des engagements avec des pays spécifiques, justement. On va aller voir large, mais bon, on va avoir des pays de préférence, évidemment, qui vont, avec lesquels on va conclure des ententes pour reconnaître la diplomation. Et dans les cas où ce ne sera pas possible d'avoir une reconnaissance directe, on va faciliter ici le cheminement vers la reconnaissance au lieu d'exiger un parcours complet, par exemple, pour un médecin qui vient d'un pays tout à fait, avec un système d'éducation tout à fait correct. Mais vous aurez à faire face quand même aux ordres pour ça. Vous avez tout à fait raison. Voilà. En tout cas, merci beaucoup, M. Constantin. Avec plaisir. Notre deuxième invité dans cette émission spéciale élection provinciale est M. Saoul Polo, député de Laval-des-Rapides. Oui, député sortant. Député sortant et candidat à sa réélection à Laval-des-Rapides. Oui. Laval-des-Rapides qu'on a présenté comme une circonscription baromètre. Oui, en effet. Voilà. Monsieur Polo, on a 940 candidats. Qu'est-ce qui fait votre spécificité? Qui est M. Saoul Polo? Bien, en fait, c'est clair que d'être le député sortant, peu importe la circonscription, mais d'être le député sortant à Laval-des-Rapides nous donne un léger avantage de connaître les enjeux, de connaître les partenaires, les organismes, les citoyens quand on va à leur rencontre. Donc, ce qui, moi, me rend heureux, c'est que tout le travail que moi et mon équipe on a fait au cours des 4 dernières années, les gens le reconnaissent. Les gens, comme ce matin, j'étais à la station de métro Concorde en train de rencontrer des citoyens et j'ai une maman qui m'a abordé puis elle m'a dit « Monsieur Polo, merci pour ce que vous faites pour les enfants. Merci d'être présent dans les écoles. Merci d'aller à la rencontre de nos enfants et de leur parler de démocratie, mais également de les soutenir dans leurs projets. » D'accord. Vous vous présentez à votre élection. Si le PLQ revient au pouvoir,
quelles sont pour vous les priorités? J'ai annoncé déjà publiquement quels sont les engagements locaux sur lesquels je veux m'attarder. Tout d'abord, la qualité de vie. J'ai pris position au cours des 2 dernières années afin de faire protéger les derniers espaces verts au centre-ville de Laval, que ce soit il y a 2 ans le Boisé du Souvenir ou cet été également le Bois du Trécarré, 2 des derniers espaces verts au centre-ville de Laval. Ce que j'ai proposé, en fait, c'est que j'ai donné tout mon appui à un projet d'un rassemblement citoyen qui s'appelle les Amis du Boisé du Souvenir. Ils ont déposé le 9 août dernier, ils ont présenté, rendu public un beau projet qui s'appelle la Promenade du Souvenir, qui serait non seulement de préserver, mais de valoriser les boisés, les quelques derniers espaces verts au centre-ville de Laval et de les aménager afin de connecter le Bois du Trécarré, le Boisé du Souvenir et le Parc de Bois-de-Boulogne et de créer une grande promenade du souvenir. Ça, c'est mon engagement phare qui s'adresse à tout le monde, qui s'adresse aux moins jeunes, les personnes aînées qui habitent au Résidence Soleil, à la résidence Loisée sur Saint-Martin, qui s'adresse aux familles, qui s'adresse aux jeunes en général, qui s'intéressent beaucoup à l'environnement, on le voit lors de cette élection. Et par la suite, j'ai annoncé des engagements, que ce soit en éducation au niveau des écoles primaires, à travers un programme de tutorat et mentorat en collaboration avec le Collège Montmorency, que ce soit également la construction d'un grand centre sportif sur les terrains de l'École Mont-de-la-Salle, qui serait ouvert à la communauté. C'est un projet qui émane de l'École Mont-de-la-Salle, mais qui chemine déjà depuis 1 an, auquel j'apporte tout mon soutien si je suis réélu afin de le réaliser dans les délais comme tel. Et le dernier engagement que j'ai annoncé au début de cette semaine, c'est la construction d'une maison de l'innovation et l'entrepreneuriat afin de soutenir nos jeunes et nouveaux entrepreneurs à Laval, à rester à Laval et surtout avoir du succès à Laval également. D'accord. Donc, on pourrait s'attendre à moins d'austérité si on s'en tient à tous ces engagements-là. Pas juste de vous au niveau local, mais au niveau national. En fait, nous, on préfère parler de rigueur. Et cette rigueur-là, aujourd'hui, on voit les avantages, on voit les résultats de cette rigueur budgétaire qui a été appliquée au début de notre mandat. Vous savez, dans la circonscription de Laval-des-Rapides et Pont-Vieux, quand on parle des 10 écoles primaires et de l'école secondaire, c'est près de 30 millions de dollars qui ont été investis pour la rénovation et le maintien des bâtiments des écoles primaires et secondaires de Laval-des-Rapides. Ça s'ajoute en plus du 15 millions qui a été investi pour convertir et ouvrir l'école Eureka, qui est sur le boulevard Concorde, qui dessert près de 600 jeunes d'âge primaire également. Donc, en termes d'éducation, on a fait des investissements majeurs chaque année depuis mon élection. Moi, je souhaite continuer à me battre pour les jeunes familles, justement pour assurer un environnement de qualité, mais surtout un accompagnement de qualité pour nos jeunes également. D'accord. Étant issu de l'immigration, on va bien entendu parler d'immigration. Est-ce que, pour vous, la façon dont c'est abordé dans ces élections, c'est quelque chose de sain? Puis, quels sont les enjeux du Parti libéral? En fait, ce qui est un peu assez anecdotique, c'est que dans le travail de terrain que je fais depuis bien plus longtemps, mais spécifiquement lors de cette campagne, les gens ne m'abordent pas sur le thème de l'immigration. Les gens de Laval-des-Rapides, je pense qu'ils sont à l'aise avec l'immigration, sont à l'aise avec cette diversité qu'ils voient et qu'ils côtoient au quotidien de part et d'autre. Donc, oui, on entend parler, on voit dans les journaux, on voit dans les nouvelles que c'est un débat qui anime beaucoup de discussions, peut-être ailleurs au Québec, mais à Laval-des-Rapides, on n'entend pas cet enjeu-là comme étant un enjeu primordial. L'enjeu sur lequel je me fais aborder, c'est la santé. Qu'est-ce qu'on offre de plus? L'accessibilité à la première ligne, l'accessibilité à des soins à domicile, pour nos aînés également. L'éducation, qu'est-ce qu'on fait pour adresser l'enjeu de surpopulation des écoles à Laval, et notamment à Laval-des-Rapides et Pont-Vieux. C'est vraiment ces enjeux-là. Bien sûr, la question de l'environnement. Beaucoup de jeunes m'abordent et me posent la question, qu'est-ce qu'on fait pour l'environnement? Alors moi, je leur parle des engagements locaux à ce niveau-là. D'accord. Mais quand même, l'immigration s'invite dans tous les débats au niveau de toutes les élections de 2014, celle-là maintenant. Mais est-ce que c'est important sur le plan national d'abaisser ou de relever les taux d'immigration? Vous, en étant adjoint parlementaire du ministère des Finances, qu'est-ce que vous pensez de ça? Bien, c'est clair que sur l'enjeu ou l'impact économique, je l'ai mentionné à la Chambre de commerce lors du débat de cette semaine, à l'unisson, que ce soit les organisations qui regroupent les municipalités ou les organisations qui regroupent les leaders économiques, à l'unisson, ces organisations-là interpellent les différents partis politiques
afin de nous sensibiliser à la pénurie de main-d'œuvre qualifiée et non qualifiée. Donc, du point de vue économique, il faut adresser cette question-là et nous croyons qu'il faut maintenir les seuils d'immigration actuellement. Il faut mieux choisir les candidats également avant qu'ils arrivent au Québec afin d'arrimer les profils des candidats en immigration avec les besoins de main-d'œuvre sur le marché du travail afin de s'assurer que cette croissance économique se poursuive, mais qu'elle génère aussi les revenus nécessaires pour bien financer les services qu'on offre à la population. Merci beaucoup, M. Polo. Avec grand plaisir. Toujours dans notre émission spéciale élection provinciale, nous avons avec nous le candidat de Sainte-Rose de la CAQ, M. Christopher Skeete. Bonjour, M. Skeete. Bonjour, merci beaucoup de m'avoir. Ça me fait plaisir de vous recevoir. M. Skeete, vous faites partie des candidats caquistes, très proches de votre chef. Qu'est-ce qui fait votre spécificité? Pourquoi vous êtes en politique? Puis qui êtes-vous finalement? Mais en fait, moi, j'ai étudié en sciences politiques à l'Université Concordia. C'est là que je suis tombé en amour avec la politique. Ça fait plus de 20 ans que je fais de la politique en tant que militant, bénévole. Et finalement, quand M. Legault a fondé la CAQ en 2011, mais je me suis joint au mouvement et je suis un militant de première heure à la CAQ. J'ai fait l'élection 2012 à Laval avec la CAQ. J'ai fait l'élection 2014 à Laval avec la CAQ. Et me voici à ma 3e tentative de faire partie du changement pour le Québec. D'accord. Donc, vous êtes un militant de la première heure de la coalition Avenir Québec. Quels sont vos enjeux si vous venez au pouvoir? Parce que les sondages vous donnent gagnant, là. Vous arrivez au pouvoir. C'est quoi les priorités de votre parti? Nous, ce qu'on propose à la CAQ, généralement, c'est un Québec plus ambitieux. Alors, on veut faire plus, on veut faire mieux, parce qu'on constate dans les 15 dernières années du gouvernement libéral, il y a eu des glissements et les glissements se sont accentués avec le règne libéral. Fait, nous, on pense qu'on peut faire mieux et on doit faire mieux. Précisément à Laval, mais on a des grands enjeux de transport et de mobilité qui peinent à être résolus. C'est pour ça que dans notre programme, on veut allonger la 13 jusqu'à la 50. On veut rajouter des voies réservées sur la 15. Et on veut aussi, finalement, arriver à compléter la 19 jusqu'à la 640. Ça, on va le faire dans un premier mandat. Et aussi, on veut rajouter le REM d'est en ouest à Laval. Vous savez, c'est pas normal en 2018 que ça prend 1h30, si on prend le transport en commun, de partir de Saint-François à Sainte-Dorothée. Donc, ça, c'est les priorités de transport. Puis aussi, mais de façon globale, la réduction du fardeau fiscal. Vous savez, à Laval, on paye 25 sous par tranche de 100 $ pour les taxes scolaires. Mais juste au bord du pont, au nord de nous, dans les Laurentides, ils payent 10 sous. Donc, c'est le même ministère d'Éducation, c'est les mêmes services, le même curriculum, mais il y a un écart entre qu'est-ce qu'on paye à Laval et qu'est-ce qu'on paye dans d'autres régions. Alors, c'est une question d'équité pour la CAQ. Nous, on veut régler ça. Donc, vous allez entamer des réformes. Et parmi les réformes que propose la CAQ, celle de l'immigration. Oui. On va parler d'immigration. Vous êtes un produit de l'immigration. Qu'est-ce que vous pensez des propositions de M. Legault? C'est vrai que mon père est né à Trinidad-et-Tobago et pour mon père, c'est une histoire réussie. Je me souviens très jeune, on a habité à Joliette pendant 1 an et c'est là que j'ai vu que mon père était vraiment un exemple à suivre. Il s'est immergé dans la communauté québécoise, il a appris le français et il a réussi à s'intégrer. Mon père, c'est un chanteur et lui, il a appris des chansons en français. Il a épousé ma mère qui s'appelle Nicole Ouellette et j'en suis le produit. Donc, je pense que l'histoire de mon père, c'est l'histoire d'immigration au Québec, une histoire d'une intégration réussie et d'une société accueillante comme le Québec. Fait que c'est vraiment une belle histoire, l'histoire de ma famille. D'accord. Mais revenons aux priorités et aux propositions de M. Legault en immigration. Abaisser les seuils d'immigration, un test des valeurs, un test français. Êtes-vous en accord avec ça? Est-ce qu'il faut expulser les gens après 3 ans? Nous, à la CAQ, ce qu'on dit, c'est qu'il faut réduire le seuil d'immigration temporairement dans le but de mieux recevoir nos immigrants. Alors, on veut doubler le financement pour la francisation, on veut mieux accompagner les immigrants qui arrivent au Québec dans les démarches de travail et on veut aussi travailler pour la reconnaissance des diplômes parce que ça, c'est un gros enjeu qui, après des multiples années, des multiples gouvernements libéraux, encore une fois, on attend. Fait qu'on veut régler ces problèmes-là une fois pour tout. Et oui, on pense que toute bonne intégration au Québec passe par
la réussite du français, la communication en français. Oui, mais quelqu'un qui échouerait sa formation en francisation parce que le français n'est pas sa langue d'origine. Moi, je viens d'un pays francophone. Vous êtes né ici, c'est plus facile pour nous quand on parle d'immigration réussie. Mais pour tous ceux pour qui c'est un défi, qui viennent des zones de guerre, on parle des réfugiés, on parle des regroupements familiales, qu'est-ce qu'il faut faire si c'est difficile après 3 ans? Est-ce qu'on ces gens-là, on dit juste ça marche pas pour le Québec, on s'en débarrasse? Nous, ce qu'on a dit à la CAQ, c'est qu'on allait doubler les ressources allouées, on allait encadrer les immigrants et on allait rendre la formation en français obligatoire. Moi, je pense qu'il faut vraiment être de mauvaise foi pour pas réussir parce que vraiment, on va créer un encadrement très, très pointu pour suivre les gens dans le but d'assurer la réussite. Qui va mesurer la réussite? Parce que ce sont des fonctionnaires, quelque part? Mais en fait, ça, c'est un bon point. Ça, c'est un bon point parce que dans l'ère actuelle, où on pose beaucoup de questions sur l'immigration, on s'attend à avoir 100 des réponses. Alors, nous, à la Coalition Avenir Québec, on pense qu'il faut avoir des grandes orientations en immigration, mais oui, il faut avoir des études. Ça va être le ministre responsable de l'immigration qui va être responsable de définir les critères de succès, définir les critères d'accompagnement et aussi aider le premier ministre dans sa vision. Alors, je pense que la campagne électorale, c'est la place pour parler des idées, parler des grandes orientations, comme le fait la CAQ. Mais dans le fin détail, je pense qu'il faut faire preuve d'ouverture et il faut faire preuve aussi d'un peu de responsabilité parce qu'on ne veut pas commencer à errer sur la place publique 100 des détails. Je pense qu'il faut travailler ensemble, en concertation avec les différentes communautés pour voir c'est quoi ça ressemble un test réussi, comment on peut s'assurer qu'on a un taux de réussite très élevé et comment on fait pour accompagner ceux qui ont plus de misère. Alors, ça a été clair, ça, dans les sorties. Mais est-ce que l'approche n'aurait pas pu être différente? Parce que moi, quand vous me parlez d'intégration en emploi, augmenter la francisation, est-ce que ce n'était pas plus gagnant de dire on demande plus de francisation, plus d'intégration, que de dire un test des valeurs, test de français, puis on expulse, c'est le mot que votre candidat a sorti, que ça fait peur aux immigrants, c'est une réalité. Moi, les gens m'ont parlé, m'ont dit que ça leur fait peur. Mais moi, ou est-ce que c'est une stratégie populiste parce que ça va gagner des votes des gens nationalistes qui sont contre l'immigration? Je vais vous dire, s'il existe un climat malsain par rapport à l'immigration et toute discussion d'immigration, c'est parce que les libéraux n'ont pas réglé le dossier. Vous savez, ça fait 10 ans au Québec qu'on parle des accommodements raisonnables, de Bouchard-Taylor, de comment encadrer tout ça. Et les libéraux, vraiment, n'ont pas livré la marchandise par rapport à comment régler ce problème-là. Alors, s'il existe un flou ou une peur, c'est parce que les vieux partis alimentent cette peur. C'est pas la CAQ qui a une position extrême. Je pense que les autres partis essayent de faire peur aux gens. Merci beaucoup. Bien, merci beaucoup. Dans cette émission spéciale Élections provinciales québécoises, nous recevons Graciela Matteo, candidate de Québec solidaire à Laval-des-Rapides. Bonjour Graciela. Bonjour Kadi. C'est un plaisir de t'avoir. Merci. Je ne savais pas que tu étais une politicienne. Je te connais comme coordonnatrice du Centre des femmes, mais c'est qui Graciela Matteo qui se lance en politique parmi les 940 candidats du Québec? Alors, je suis une citoyenne lavalloise. Je suis quelqu'un de très impliqué. Je milite depuis toujours pour la justice sociale et je m'implique dans plusieurs initiatives citoyennes qui ont à cœur toute la sauvegarde des espaces verts, des espaces humides. Et avec ces citoyens-là, on a fait de beaux gains. Alors, je continue à militer pour eux. Et je suis originaire de l'Argentine. Ça fait 30 ans que je suis au pays. Okay. Et voilà. Et je suis co-coordonnatrice au Centre des femmes de Laval. Voilà. Puis, vous êtes la candidate de Québec solidaire Absolument. À Laval-des-Rapides. Parlant de Québec solidaire, c'est quoi les enjeux de votre parti? Mettons que vous arrivez au pouvoir après les élections du 1er octobre, où que vous détenez la balance de pouvoir. C'est quoi vos priorités? Nous avons beaucoup de priorités parce que les choses ne vont pas bien. Mais une qui nous tient particulièrement à cœur et qu'on a énormément travaillé dans les dernières années, c'est toute la question de l'environnement. Alors, nous avons travaillé énormément sur notre plan de transition énergétique.
et qu'aussi on va l'entendre comme un plan de transition économique, parce que justement il est vaste et à l'intérieur on va trouver des mesures qui vont aller dans le sens d'améliorer notre planète, mais aussi la quotidiennité de la population. Et dans ce sens-là, c'est ce que c'est important à retenir, c'est que c'est un plan et c'est une vision. Alors, c'est plus qu'un plan. C'est une vision dans laquelle il va y avoir des mesures à moyen, à long terme et à court terme. Et à court terme, qu'est-ce qu'on propose? C'est quelque chose d'essentiel. On va diminuer de 50% la tarification des transports en commun parce qu'il faut absolument encourager les gens à choisir le transport en commun et pas la voiture. Mais quand, à Laval, par exemple, ça nous prend 12 piastres pour quitter l'île de Laval, aller à l'île de Montréal et revenir, je pense que ce n'est pas une bonne incitative. Alors, notre idée, c'est simple, c'est électrifier, utiliser les énergies vertes dans les transports en général, mais aussi permettre à la population de prendre les transports en commun. Alors, je vais inviter les gens à aller visiter notre site parce que vraiment, c'est un plan ambitieux, mais qui a une portée extraordinaire dans laquelle on va toucher différentes, parce que l'environnement, c'est vaste. C'est vaste, d'accord. Oui. Donc, vous, en fait, votre vision économique est articulée autour de l'environnement et de l'écologie, donc vraiment une vision verte et progressiste. Pourquoi? Le parti orange et vert, alors. Pourquoi pas? Pourquoi économique en même temps? Parce que quand on va avoir le courage de changer les types d'énergie qu'on utilise, que c'est la fossile, alors évidemment qu'on va avoir besoin de nouveaux emplois. Et il y en a énormément de personnes qui depuis des années se préparent justement pour cette transition-là et on va créer des emplois. Parce que quand on va dire... Quand on parle de l'électrification des moyens de transport, il y a énormément de travail à faire. Maintenant, parlons d'immigration. Hein? On n'y coupe pas à chaque élection. Ça revient dans les débats. Les immigrants sont pris au milieu de débats souvent identitaires ou autour de la langue. Quelles sont les priorités de Québec solidaire? Qu'est-ce que vous proposez de nouveau en matière d'immigration? Mais avant ça, je vais te dire que ça fait 30 ans que je suis au pays et quand je suis arrivée, j'avais des problèmes concernant l'intégration et 30 ans plus tard, il y a les mêmes problèmes, mais malheureusement, ils sont plus nombreux et plus complexes. Et l'autre chose que je voulais aussi dire, que moi, je suis outrée quand j'entends qu'on met immigration à côté du mot problème. Je suis plus capable d'entendre ça parce que si on doit vraiment aborder les sujets, ce n'est pas une question de nombre d'immigrants. Les vrais problèmes, c'est le gouvernement. Alors, c'est ce que nous, on veut vraiment, c'est d'aller de l'avant et d'offrir des choses concrètes. Alors, nous allons mettre sur pied une commission d'enquête contre le racisme. D'accord. Vous êtes pour la commission sur le racisme systémique? Absolument. Il faut absolument s'attaquer à ça parce qu'on ne peut pas nier les difficultés que les personnes venues d'ailleurs vivent. Et dans ce sens-là, ça c'est une des choses. Dans cette commission-là, il va y avoir des recommandations et Québec solidaire va être là pour que ces recommandations-là soient mises sur pied. Et la deuxième chose, c'est la reconnaissance des diplômes. Ça se peut pas. Ça fait 30 ans que je suis là et c'est quelque chose qui n'avance pas. Nous avons besoin d'avoir des gens, de respecter les gens et de reconnaître leur formation, leurs compétences, parce qu'on est fatigué de voir des ingénieurs et des médecins conduire des taxis. Avec nous, c'est fini ça. D'accord, mais est-ce que vous allez abaisser le seuil, expulser c'est tout ce qui tourne dans l'air du temps ces derniers temps? Mais justement, c'est même... Est-ce qu'on ne peut pas parler? On ne peut pas parler de seuil quand on sait qu'on est dans Québec, au Québec, on a un problème de démographie. Alors c'est comme ça va de soi, on a besoin des immigrants. On a besoin, mais on a besoin aussi des infrastructures pour les accueillir. Et de là, des aspects concrets, il va y avoir des carrefours dans lesquels on va accueillir ces personnes-là et on va donner pas juste la francisation, oui, mais
On a besoin de beaucoup d'autres choses pour s'intégrer. Merci beaucoup, Graciela. Merci à toi, ma chère. Et voilà, c'est tout pour cette toute première émission de la 4e saison de Laval en 1001 cultures. Vous retrouvez Myriam Matondo dès la semaine prochaine dans sa chronique Culture, Tendance et Mode. Vous retrouvez aussi nos artistes tout au long de la 4e saison. Surtout, n'oubliez pas d'aller voter le 1er octobre, c'est important. Merci et à la semaine prochaine.